Bonjour les épicurieux. Est-ce que l'intelligence rend malheureux? Pourquoi malgré vos réussites, vos connaissances et vos capacités à comprendre le monde, vous ressentez parfois ce vide, cette tristesse, que vous n'arrivez pas à expliquer? Vous vous êtes déjà senti déconnecté des autres? Comme si les conversations autour de vous étaient superficielles, insignifiantes, comme si vous étiez seul avec vos pensées, même entouré de monde. Et si je vous disais que ce sentiment de décalage et cette tristesse, c'est peut-être à cause de votre intelligence? Aujourd'hui, on va explorer un paradoxe étrange et troublant. Pourquoi être intelligent peut parfois nous rendre plus tristes, plus anxieux ou plus seuls? Une chose est sûre, ce que je vais vous partager pourrait changer la manière dont vous percevez votre propre esprit. Et peut-être votre propre bonheur. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, c'est assez surprenant. 1. L'idéalisation du bonheur inatteignable. Les personnes très intelligentes ont souvent une capacité à imaginer des scénarios complexes, à réfléchir profondément sur ce qui pourrait être une vie idéale. Cela peut les emmener à se fixer des objectifs très élevés en termes de bonheur et d'accomplissement personnel. Elles envisagent une vie où tout serait aligné, une carrière parfaite, des relations harmonieuses, un équilibre entre satisfaction personnelle et contribution au monde. En théorie, ces visions sont magnifiques, mais elles peuvent aussi devenir un piège. L'intelligence permet de concevoir des idéaux élevés, mais elle n'offre pas toujours les moyens de les réaliser, car la réalité est souvent bien plus complexe et imprévisible. Les imprévus de la vie, les imperfections humaines, les contraintes matérielles font qu'il est presque impossible d'atteindre cette vision idéale du bonheur. Quand les attentes sont si hautes, la moindre déviation par rapport à cet idéal peut provoquer de la frustration, voire de la tristesse. Cette insatisfaction chronique découle du décalage entre les attentes irréalistes et ce que la vie peut réellement offrir. De plus, cette idéalisation du bonheur peut pousser ces personnes à ne pas apprécier pleinement les petites joies ou les succès du quotidien, parce qu'ils sont perçus comme inférieurs à ce qu'ils imaginaient. Cela crée donc un cercle vicieux où la quête du bonheur devient une source de frustration en soi. Au lieu d'apporter de la satisfaction, de l'intelligence peut entraîner une analyse constante de ce qui manque, empêchant ainsi de savourer l'instant présent et d'accepter la réalité telle qu'elle est. C'est un peu le verre à moitié vide. Pendant longtemps, j'ai eu cette vision du bonheur parfait en tête. J'imaginais la carrière idéale où chaque jour serait stimulant et gratifiant, des relations profondes et harmonieuses, un accomplissement personnel total, où tout serait en parfait équilibre. Je me suis mis à poursuivre sans relâche cette idée en me disant que si je travaillais suffisamment dur, je pourrais tout avoir. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cette quête était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Dans la réalité, rien n'était aussi parfait que je l'avais anticipé. Ma carrière, bien qu'enrichissante par moments, n'était pas toujours aussi idéale. Il y avait des jours de frustration, des échecs, des imprévus. Mes relations, aussi fortes soient-elles, n'étaient pas exemptes de tensions ou de malentendus. Et cet accomplissement personnel que je recherchais constamment semblait toujours hors de portée. Comme si plus j'avançais, plus il s'éloignait. Ce décalage entre ce que je m'étais imaginé et ce que je vivais réellement a fini par me décevoir. Et oui, à force de viser ce bonheur parfait, je suis passé à côté de petites joies du quotidien. J'ai été tellement focalisé sur ce que ma vie aurait dû être, selon mes critères élevés, que je n'arrivais pas à apprécier les réussites, même les plus petites. Cette quête incessante de perfection a fini par me laisser avec un sentiment de frustration permanent. J'ai compris donc que la vie réelle, avec ses imperfections et ses imprévus, ne pourrait jamais satisfaire pleinement les exigences idéales que je m'étais imposées. Point numéro 2. Le décalage temporel entre réflexion et action. Les personnes intelligentes ont souvent une tendance à réfléchir en profondeur avant de prendre des décisions. Leur capacité à analyser les situations sous différents angles, à anticiper les conséquences à long terme et à évaluer les risques les emmène à passer plus de temps à réfléchir avant d'agir. Si cette approche permet d'éviter des erreurs, elle peut aussi les ralentir dans un monde moderne qui valorise la rapidité et l'exécution à l'adaptabilité immédiate. Dans un contexte où la réactivité est devenue cruciale, ce décalage entre la réflexion approfondie et l'action rapide peut devenir une source de frustration pour les personnes intelligentes. Elles ont l'impression de prendre plus de temps que les autres pour arriver à une conclusion ou prendre une décision. Et tout ça car elles veulent être sûres de faire le bon choix. Cependant, cette lenteur perçue peut les faire se sentir en retard par rapport aux exigences du monde moderne, où l'action immédiate et les réponses rapides sont souvent privilégiées. Ce sentiment de ne pas suivre le rythme peut générer une frustration constante, car elle se retrouve souvent décalée par rapport aux attentes sociales ou professionnelles.
Elles peuvent ressentir une pression pour agir plus rapidement, alors même que leurs besoins de réflexion approfondie les poussent à prendre leur temps. Ce décalage entre leur façon de fonctionner et la vitesse à laquelle le monde moderne avance peut entraîner un sentiment d'inadéquation et de stress. Tout ça car elles se sentent souvent prises entre leur désir de bien faire et la nécessité d'agir vite. Je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui aime prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir. Avant de prendre une décision importante, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, je préfère peser le pour ou le contre, anticiper les conséquences et vraiment m'assurer de faire le bon choix. Mais dans un monde qui exige souvent une réponse rapide et une action immédiate, ce besoin de temps pour réfléchir devient un obstacle. Je ressens souvent une frustration profonde lorsque je suis confronté à des situations où l'on attend de moi une réaction rapide. J'ai besoin de plus de temps pour les analyser, mais le rythme effréné du travail ou des attentes sociales ne me le permet pas toujours. Je me retrouve alors à me sentir en retard par rapport aux autres, comme si je n'étais jamais capable de suivre le rythme. Ce décalage entre ma façon de fonctionner et ce que la société ou mon travail le demande me crée beaucoup de stress. Ce contraste entre ce besoin de réfléchir et la nécessité d'agir vite finit souvent par générer une forme de tristesse. J'ai l'impression de ne pas pouvoir fonctionner à mon propre rythme, d'être toujours en décalage avec ce que l'on attend de moi. Cela me frustre, car je sais que si j'avais plus de temps, je pourrais prendre de meilleures décisions. Mais je suis constamment pressé par des deadlines et des attentes sociales. À force, ce sentiment de ne jamais être en phase avec la rapidité du monde autour de moi devient pesant et m'empêche de me sentir pleinement satisfait de mes choix. Point numéro 3. Données scientifiques et études. Je me souviens d'une période où tout semblait aller bien en apparence. J'avais de bons résultats, je réussissais ce que j'entreprenais, et pourtant je me sentais incroyablement vide. Il y avait cette tristesse inexplicable qui revenait sans cesse. Je ne savais pas pourquoi je me sentais comme ça. Je me disais souvent « Comment je peux être triste alors que logiquement tout va bien dans ma vie ?» Vous avez déjà ressenti ça, ce décalage entre ce que vous vivez et ce que vous ressentez? Dites-moi en commentaire. Ce n'est pas plus tard que j'ai découvert que ce n'était pas si inhabituel. En fait, il y a des études qui montrent que les personnes ayant un QI plus élevé ont plus de chances de souffrir d'anxiété ou de dépression. Une recherche menée par la psychologue Ruth Karpinski, par exemple, a révélé que 20% des personnes à haut QI souffrent d'anxiété chronique, un taux bien supérieur à la moyenne. Ça m'a frappé parce que ça m'a fait comprendre que mon cerveau, qui analyse tout en permanence, devrait peut-être être la cause de ce mal-être. On est constamment en train de surréfléchir, de trop se poser de questions, et cette surstimulation mentale, elle finit par peser. Il y a également une étude de Lewis Terman en 1925 qui a suivi des enfants à haut QI pendant plusieurs années. Ce qui est intéressant, c'est que même si ces enfants avaient toutes les chances de réussir, beaucoup d'entre eux ont montré des taux de dépression plus élevés à l'âge adulte. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Comment une intelligence supérieure qui est censée ouvrir tant de portes peut-elle aussi ouvrir celle de la dépression? C'est là que j'ai compris que l'intelligence ne protège pas toujours de la souffrance émotionnelle et qu'elle peut même, parfois, l'accentuer. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens qui sont dans la même situation. Quand on est capable de comprendre des problèmes complexes, qu'on voit des choses que d'autres ne voient pas, on finit parfois par se noyer dans ses propres pensées. Et cette capacité à penser en profondeur peut facilement se transformer en fardeau émotionnel. Point numéro 4. Surstimulation mentale. Il m'arrive souvent d'avoir l'esprit qui ne s'arrête jamais. Je peux me retrouver à réfléchir intensément à une situation simple, comme une conversation banale. Parfois, après avoir parlé à quelqu'un, je repasse mentalement chaque phrase, chaque mot, en me demandant si j'ai quelque chose à déplacer ou si j'aurais dû réagir autrement. Et ça ne s'arrête pas là. Je commence à penser à toutes les conséquences possibles de mes paroles, même les plus improbables. C'est extrêmement épuisant. Cette surstimulation mentale constante, cette tendance à tout analyser finit par créer une fatigue mentale immense. Je me sens parfois submergé, incapable de faire de ces pensées, ce qui finit me rend anxieux pour des choses qui au fond ne devraient pas l'être. Cette anxiété, elle naît sur la suranalyse, de l'incapacité à simplement lâcher prise. J'ai réalisé ce que ce besoin de tout comprendre et de tout contrôler peut devenir un vrai piège. L'intelligence parfois, c'est comme une machine qui ne s'éteint jamais. Et elle finit par t'épuiser mentalement. Il m'est souvent arrivé de me retrouver face à une situation complètement banale et de me laisser entraîner dans des réflexions beaucoup plus profondes que nécessaire. Par exemple, un jour, je regardais simplement un enfant jouer dans le parc. Rien d'extraordinaire, vous me direz. Juste un moment ordinaire.
Mais en l'espace de quelques minutes, mon esprit a commencé à dériver. Je me suis mis à penser à la fragilité de la vie, à la manière dont cet enfant allait grandir, faire face aux difficultés de ce monde, puis un jour vieillir et mourir. C'est étrange, non? D'un moment joyeux et innocent, je suis passé à une réflexion sombre sur la mortalité et l'injustice de l'existence. Et ce n'est pas un cas isolé. Mon esprit, quand il est stimulé par quelque chose, prend souvent ses chemins complexes. Des questions profondes surgissent. Pourquoi y a-t-il tant d'injustice sociale? Pourquoi tant de souffrance dans ce monde? À quoi bon tout cela si finalement la mort nous attend tous? Et honnêtement, je vous le cache pas, c'est assez épuisant. Tout devient plus lourd, même les moments qui devraient être simples. Point numéro 5. Surconscience des réalités du monde. Je me souviens d'un moment où, en discutant avec des amis, ils parlaient des vacances à venir, des sorties, des moments à venir. Et moi, pendant qu'ils riaient et profitaient du moment, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce qui tournait en rond dans le monde. Je voyais des images de catastrophes environnementales, d'inégalités sociales criantes, de guerres, des gens qui souffrent. Je savais que cela se passait à des milliers de kilomètres, mais ça me semblait tellement proche et tellement réel. Même en bas de chez moi, il y a des SDF. Finalement, c'est extrêmement compliqué pour moi de dormir le soir en sachant qu'il y a toute cette inégalité. C'est comme si j'étais toujours conscient, presque trop conscient de la souffrance du monde. À chaque moment de joie ou de légèreté, ces pensées revenaient, rendant difficile pour moi de juste profiter. J'avais cette impression de responsabilité, comme si c'était mal de me sentir bien alors que tant d'autres souffrent. C'est un poids énorme, cette surconscience, et elle me suit partout. J'envie parfois ceux qui arrivent à déconnecter, à ne pas laisser affecter par tout ça. Mais pour moi, c'est impossible de fermer les yeux. Il y a quelqu'un que je connais, appelons-la Marie, qui se sent constamment impuissante face à la dégradation de la planète. Chaque fois qu'elle lit un article sur le changement climatique ou regarde un reportage sur la déforestation, c'est comme si une nouvelle couche de désespoir s'ajoutait. Elle fait des petits gestes au quotidien, elle recycle, elle fait attention à sa consommation d'énergie, mais au fond, elle a l'impression que ça ne sert à rien. C'est comme essayer de vider un océan avec une cuillère, me dit-elle souvent. Ce sentiment d'impuissance la ronge. Plus elle est informée, plus elle se sent accablée. Elle veut agir, faire une différence, mais chaque nouvelle statistique, chaque catastrophe environnementale la pousse à se demander si cela en vaut vraiment la peine. Marie se sent donc écrasée par cette réalité. Parfois, elle m'avoue qu'elle aimerait ne pas en savoir autant pour ne plus ressentir cette pression constante de vouloir sauver un monde qui semble voué à s'effondrer. Point numéro 6. Sentiment de décalage social. Il m'est souvent arrivé de me sentir décalé socialement. Je pouvais être dans une soirée avec des amis, tout le monde parlait de choses légères, de petits potins ou des sujets quotidiens, et moi je me retrouvais à pencher à des choses beaucoup plus profondes. J'avais envie de discuter philosophie, de l'avenir du monde ou des questions existentielles, mais je me rendais compte que personne autour de moi ne partageait vraiment ces centres d'intérêt. C'était frustrant parce que j'avais l'impression de ne pas pouvoir être totalement moi-même, de devoir masquer ce besoin de conversation plus stimulante. Et petit à petit, cette situation m'a isolé. Je me sentais seul, même entouré de gens. Le pire, c'était ce sentiment d'incompréhension, comme si je parlais sur une autre langue. Une langue que les autres ne comprenaient pas. Ce décalage devenait parfois pesant, me donnant l'impression que je ne trouverais jamais de véritable père avec qui partager ce qui me passionne vraiment. Prenons l'exemple de Paul. Paul est quelqu'un de très érudit, passionné par l'histoire, la science et les grands débats philosophiques. Il passe des heures à lire des essais, à écouter les conférences et à approfondir ses connaissances sur des sujets complexes. Mais quand il se retrouve en ami ou même avec sa famille, il éprouve souvent des difficultés à engager des conversations sur ces sujets. Il essaie parfois de lancer des discussions sur l'éthique ou les découvertes scientifiques récentes, mais il se heurte souvent à des silences ou à des réponses brèves qui montrent que ses interlocuteurs ne sont tout simplement pas intéressés. Au fil du temps, Paul commence à ressentir un décalage de plus en plus grand avec ceux qui l'entourent. Ce qui compte pour lui, ce qui l'anime, ne semble pas avoir la même importance pour les autres. Il se retrouve alors à cacher ses véritables passions pour éviter de se sentir isolé dans ses conversations. Et même s'il est physiquement présent, ce manque de connexion intellectuelle lui donne l'impression d'être seul, comme s'il vivait dans un autre monde que ses amis et ses proches. Point numéro 7. La perfection et l'autocritique. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu des attentes très élevées envers moi-même, que ce soit à l'école, au travail ou même dans mes projets personnels. Je vise la perfection.
Parfois c'est motivant, ça me pousse à me donner de meilleures choses sur moi-même, mais le revers de la médaille, c'est que je me mets une énorme pression. Il suffit d'une petite erreur, d'un échec mineur, et ça me hante. Je me remets en question, je repasse chaque détail en boucle dans ma tête, comme si tout reposait sur cette petite imperfection. Il y a quelques mois, j'ai présenté un projet auquel j'avais travaillé pendant des semaines. Tout s'est bien passé, mais à la fin, j'ai fait une erreur dans une phrase. Ce que les autres ont à peine remarqué, finalement. Moi, ça m'a complètement obsédé. Au lieu de célébrer le succès du projet, je ne pensais qu'à cette petite faille. Et c'est souvent comme ça. À force d'avoir des standards totalement élevés, la moindre imperfection devient insupportable. Cette autocritique, elle me suit partout, et au lieu d'être fier de mes réussites, je suis constamment frustré de ne pas être à la hauteur de mes propres attentes. Prenons l'exemple de Sarah, une étudiante brillante. Elle avait préparé un examen pendant des semaines, maîtrisant chaque concept, chaque détail. Et le jour de l'examen, tout s'est bien passé, et elle était confiante. Mais lorsqu'elle a reçu le résultat, elle a découvert une petite erreur de calcul qui lui avait coûté quelques points. Même si sa note restait excellente, Sarah ne pouvait s'empêcher de se blâmer pour cette erreur. Elle se disait que si elle avait pris plus de temps ou faire plus attention, cela ne serait jamais arrivé. Et oui, au lieu de célébrer sa réussite, cette petite erreur l'a hantée. Elle a repassé l'examen en boucle dans sa tête, incapable de voir tout ce qu'elle avait accompli. Pour elle, cette imperfection effaçait tout le reste, ce qui pour les autres semblait être une brillante performance. Pour Sarah, c'était un échec. Ce besoin de perfection, ce désir de tout contrôler avait transformé un simple détail en un sentiment d'échec total. Point numéro 8. Accepter l'incertitude et l'imperfection. Pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à accepter que certaines choses échappaient à mon contrôle. J'avais tendance à tout vouloir planifier, tout prévoir et bien sûr être parfait dans tout ce que je faisais. Mais ce besoin de perfection a souvent conduit à un stress constant. Mes pensées devenaient envahissantes, je repassais chaque détail dans ma tête, me demandant toujours ce que j'aurais pu faire de mieux ou ce que j'avais raté. Et ça me fatiguait mentalement jusqu'à me rendre parfois complètement paralysé par l'incertitude. Un jour, j'ai décidé d'essayer la pleine conscience et la méditation. Au début, j'étais sceptique. Je me disais, mais comment s'asseoir en silence pourrait m'aider à apaiser toutes ces pensées? C'est totalement bête. Mais au fil du temps, j'ai commencé à en ressentir les bienfaits. La méditation m'a appris à me concentrer sur l'instant présent, à ne pas me laisser emporter par toutes ces réflexions sur ce qui aurait pu ou dû se passer. En me concentrant simplement sur ma respiration, sur ce que je ressentais ici et maintenant, j'ai réussi peu à peu à relâcher cette pression de tout vouloir contrôler. Mais ce qui m'a surtout aidé par-dessus tout, c'est d'accepter que l'imperfection fait partie de la vie, que je ne peux pas toujours anticiper ce qui va se passer et que c'est normal. La méditation m'a permis d'accueillir l'incertitude avec plus de sérénité. Maintenant, quand une erreur survient ou quand je suis face à une situation que je ne maîtrise pas, je ne m'acharne plus autant. Je me dis que c'est juste une partie du processus et je passe à autre chose. Cette approche m'a vraiment libéré de beaucoup d'anxiété et de frustration. Allez, petite parenthèse avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner et à aimer cette vidéo si elle te plaît. Ça m'encouragera à faire plus de contenu et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos. Je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Point numéro 9. Se connecter avec des personnes partageant les mêmes idées. Pendant longtemps, j'ai eu cette impression de décalage avec les autres. Dans mes cercles habituels, que ce soit avec des amis ou même des collègues, je me sentais souvent seul dans mes réflexions. J'avais envie de parler de sujets plus profonds, d'avenir, de science. Puis un jour, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Je me suis inscrit à un groupe de discussion en ligne sur des sujets qui me passionnent comme la technologie et les questions éthiques. Ça a changé beaucoup de choses pour moi. Pour la première fois, je me suis retrouvé entouré de personnes qui partageaient les mêmes centres d'intérêt, qui avaient envie de parler de ces sujets complexes sans se limiter aux petites discussions des potins de tous les jours. Échanger avec ces personnes m'a fait un bien fou. J'ai découvert que je n'étais pas seul à ressentir ce besoin de discussion profonde. Ça m'a permis de trouver un espace où je pouvais enfin être moi-même sans avoir à masquer mes intérêts. Ce sentiment de connexion intellectuelle a réellement atténué ce décalage que je ressentais avant. J'ai même commencé à participer à des débats en ligne et à rejoindre des groupes locaux. Et chaque fois que je partageais mes idées, je me sentais compris et en phase avec ceux autour de moi. Si vous ressentez ce genre de solitude intellectuelle, je vous recommande vivement de trouver des communautés ou des groupes de discussion qui partagent vos passions. Il existe toujours des gens qui pensent comme vous.
Il suffit juste de les trouver. Pour moi, ça a été un vrai soulagement. Point numéro 10. Rechercher un équilibre émotionnel et intellectuel. Pendant une longue période, je pensais que plus j'allais approfondir mes réflexions intellectuelles, plus je me sentirais épanoui. Je passais des heures à lire, à réfléchir à des concepts complexes, à essayer de comprendre le monde dans toute sa profondeur. Mais ce que j'avais pas réalisé, c'est que paradoxalement, cela me coupait de mes émotions. Je me focalisais tellement sur l'intellect que je finissais par me sentir vide, émotionnellement épuisé et parfois même déconnecté de moi-même. À un moment, je me suis rendu compte que mon bien-être émotionnel n'était pas en équilibre avec ma réflexion intellectuelle. J'étais sans cesse dans ma tête et je n'accordais aucune attention à ce qui faisait vraiment du bien au quotidien. C'est alors que j'ai décidé de réintégrer des activités plus simples, plus joyeuses dans ma vie. J'ai commencé à dessiner à nouveau, à faire de la musique et à me remettre au tennis. Ce n'était pas lié à des performances ou à une recherche de perfection, c'était simplement pour ressentir du plaisir, pour me reconnecter à moi-même. Ce changement m'a permis de trouver un véritable équilibre en prenant le temps pour des activités créatives ou même pour faire du sport. J'ai découvert que l'émotion et l'intellect peuvent coexister harmonieusement. Maintenant, après une session intense de réflexion, je prends toujours le temps pour m'adonner à quelque chose de plus physique ou artistique, sans but précis, et ça m'apporte une joie simple, un équilibre que je n'avais pas avant. Si vous ressentez parfois que votre esprit vous épuise, je vous encourage vraiment à explorer les activités qui nourrissent vos émotions, que ce soit le sport, la musique ou toute autre forme de créativité. Cela peut équilibrer votre réflexion intellectuelle et apporter un vrai bien-être dans votre quotidien. Point numéro 11. La lucidité sur la condition humaine. Je me souviens d'un moment où j'ai vraiment pris conscience de la fragilité de la vie et de l'absurdité qui semble parfois en découler. C'était après avoir lu plusieurs ouvrages de philosophie existentielle, et je me suis retrouvé face à cette idée brutale, tout est impermanent et cyclique. Que ce soit les êtres vivants, les relations, les réalisations humaines, tout finit par disparaître. Ce constat, même s'il est inévitable, a commencé à me peser. Je voyais le monde d'une façon plus crue. L'injustice est omniprésente, la souffrance fait partie de la vie, et peu importe les efforts qu'on déploie, il y a des réalités qu'on ne peut pas changer. Cette lucidité, ce regard lucide sur la condition humaine, c'est comme une double lame. D'un côté, elle m'a aidé à mieux comprendre les réalités de ce monde, mais de l'autre, elle m'a fait ressentir une tristesse profonde. Je me souviens de moments où, alors que mes amis profitaient de la vie et faisaient des projets, je me retrouvais à penser à la finitude de tout. Pourquoi faire tous ces efforts alors qu'au bout du compte, tout cela semble voué à disparaître ? Cette conscience exacerbée de l'impermanence et des injustices m'a parfois coupé du plaisir immédiat des choses simples. Et ce n'est pas quelque chose que je peux simplement éteindre. Plus je comprends ces réalités, plus elles deviennent lourdes à porter. Parfois, je me demande si une part de moi ne préférerait pas voir le monde avec un peu plus de naïveté, moins de lucidité. Mais c'est un paradoxe constant, cette recherche du sens dans un monde où tout semble parfois si éphémère et injuste. Prenons l'exemple de Julien, un passionné de philosophie et de sciences. Au fil de ses études, il a commencé à comprendre la place minuscule de l'humanité dans l'immensité de l'univers. En étudiant l'astronomie, il a réalisé à quel point notre existence est insignifiante à l'échelle cosmique. Cette prise de conscience, bien que fascinante intellectuellement, l'a un peu plongé dans une forme de nihilisme. Il s'est souvent demandé si nous ne sommes qu'une poussière dans l'univers, à quoi bon tout ce que nous faisons ? Cette lucidité sur l'absurdité de l'existence humaine a commencé à peser sur son quotidien. Même lors de moments censés être joyeux et simples, comme partager un repas avec des amis ou profiter d'une balade en nature, Julien se trouvait constamment ramené à ses réflexions profondes. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser que malgré les petits moments de bonheur, tout finissait par devenir dérisoire face à l'immensité du cosmos et l'inéluctabilité de la mort. Cette perception de la vie l'a rendu difficile l'appréciation des petites joies qui pour d'autres passeraient inaperçues. Julien est alors entré dans une phase où il se sentait déconnecté du plaisir immédiat, comme s'il voyait tout à travers ce prisme de l'insignifiance. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas être heureux, mais cette conscience aiguë de la fragilité de la futilité de l'existence empêchait ces moments de légèreté de le toucher réellement. Sa vision du monde, bien qu'intellectuellement riche, lui apportait une forme de tristesse existentielle, un sentiment d'absurdité constant. Point numéro 12. La surcharge cognitive. Je me rends souvent compte que mon cerveau est constamment en ébullition, même quand je ne le veux pas. Il y a toujours des pensées qui circulent, des réflexions sur tout et rien en même temps.
C'est comme si même dans les moments où je devrais me détendre, mon esprit refuse de s'arrêter. Je réfléchis à des problèmes que je dois résoudre, à des idées nouvelles qui me viennent, ou à des concepts complexes que je ne peux pas m'empêcher de creuser. Cette suractivité mentale, à force, me fatigue. Ce n'est pas juste une fatigue physique, mais un épuisement mental. Et oui, quand ton cerveau ne s'arrête jamais, ça devient épuisant. Même quand je vais me coucher, il m'arrive d'avoir du mal à m'endormir parce que je suis encore en train de réfléchir à 1000 choses. C'est comme si je ne pouvais jamais débrancher, et à la longue, ça devient vraiment lassant et pesant. Je pense que cette surcharge cognitive, ce besoin de toujours analyser et de comprendre, a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Le problème, c'est qu'elle me pousse à me sentir épuisé émotionnellement. Parfois, je me réveille déjà fatigué juste à cause de tout ce qui se passe dans ma tête. Ça crée un sentiment de lassitude, comme si j'étais constamment en surmenage mental. Et même les choses qui devraient me détendre ne fonctionnent pas toujours, parce que mon esprit est toujours en train de tourner à plein régime en arrière-plan. Prenons l'exemple de Claire. Claire est une personne très réfléchie avec un esprit constamment en éveil, même dans les moments où elle devrait se détendre, comme en vacances ou lors d'une simple soirée à la maison, son cerveau refuse de s'éteindre. Elle se retrouve à réfléchir intensément à des sujets complexes, que ce soit des problèmes liés à son travail, des questions philosophiques ou des idées qu'elle veut approfondir. Ce processus ne s'arrête jamais. Le problème pour Claire, c'est que cette activité mentale incessante finit par la fatiguer. Même quand elle essaie de prendre le temps pour elle, son esprit continue de tourner, à un point où elle a du mal à se reposer réellement. Elle va se coucher en réfléchissant encore et encore à ce qu'elle pourrait faire demain, ou à des projets futurs, et même sur des moments de relaxation sont remplis de pensées intrusives. Cette surcharge mentale crée une fatigue chronique, non seulement physique, mais surtout émotionnelle. Avec le temps, Claire a commencé à ressentir une véritable lassitude. Elle se réveille souvent épuisée malgré des nuits de sommeil. Elle se rend compte que son cerveau ne se repose pas vraiment, et cela la pousse à une forme d'épuisement émotionnel. Cette surcharge cognitive, bien qu'elle soit intellectuellement stimulante, finit par lui coûter beaucoup en termes de bien-être. Elle aimerait pouvoir débrancher, mais son esprit constamment actif l'en empêche. Point numéro 13. Difficulté à trouver un sens à la vie. Depuis toujours, je me pose les questions les plus profondes sur le sens de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le but ultime de notre existence? À force de réfléchir et de lire sur ces sujets, j'ai découvert beaucoup de perspectives différentes, des théories philosophiques aux idées religieuses, mais plus je creusais, plus je me rendais compte qu'aucune réponse ne me semblait vraiment satisfaisante. Chaque réponse ouvrait une nouvelle question et ce cycle sans fin a commencé à peser sur moi. À un moment, cette quête de sens est devenue une source de désenchantement. Je regardais autour de moi et je voyais que beaucoup de gens semblaient accepter les choses telles qu'elles sont, profiter de la vie et sans se poser trop de questions. Mais moi, je n'arrivais pas à me détacher de cette recherche. Chaque fois que je pensais avoir trouvé une réponse, elle me semblait bien trop simple, trop limitée pour englober la complexité de l'existence humaine. Et cette incapacité à trouver un sens clair a créé en moi une forme de désespoir. Je me suis souvent senti perdu dans cette quête. Plus je cherche, plus je suis conscient que peut-être il n'y a pas de réponse définitive. Et cette lucidité, bien qu'elle soit stimulante intellectuellement, me laisse parfois un sentiment de vide. C'est frustrant d'avoir les capacités de poser ces questions complexes, mais de ne jamais trouver les réponses qui apportent vraiment la paix. Parfois, je me dis que ce serait plus simple de ne pas autant réfléchir à ces grandes questions. Point numéro 14. L'isolement volontaire. Il y a des moments où je préfère rester seul plutôt que de participer à des interactions sociales qui ne m'apportent pas grand-chose. Ce n'est pas que j'aime pas les gens, mais souvent je trouve les conversations superficielles tournées autour de sujets qui ne m'intéressent pas vraiment. J'ai l'impression que beaucoup de discussions sont prévisibles et je finis par m'ennuyer ou me sentir déconnecté. Alors pour éviter cette frustration, je choisis de m'isoler. Au début, cet isolement me semblait logique, voire bénéfique. J'avais plus de temps à réfléchir par mes propres centres d'intérêt, lire, approfondir mes connaissances et éviter les conversations qui me laissaient insatisfait. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que cet isolement volontaire avait aussi des inconvénients. Même si intellectuellement je me sentais plus stimulé par mes propres réflexions, l'absence de lien social a commencé à peser pour moi. Cette solitude que j'avais choisie pour échapper à des interactions que je trouvais ennuyeuses a finalement laissé place à un sentiment de vide. Même si ces moments seuls étaient productifs sur le plan intellectuel émotionnellement, j'ai commencé à me sentir isolé. Ce qui au départ me semblait être un choix de liberté intellectuelle est devenu une source de tristesse.
J'ai compris que malgré tout, nous avons besoin d'échanges avec les autres, même si ces échanges ne sont pas toujours aussi profonds qu'on le souhaiterait. Prenons l'exemple de Sophie. Pendant des années, Sophie s'est sentie déconnectée lors des interactions sociales. À chaque fois qu'elle se retrouvait dans une conversation légère ou superficielle, elle ressentait une profonde lassitude. Les discussions autour des potins, des sujets de divertissement ou de banalités quotidiennes ne la stimulaient pas intellectuellement. Progressivement, elle a décidé de s'isoler, elle préférait passer du temps seule à lire, à réfléchir ou à travailler sur ses projets personnels plutôt que de participer à des échanges qui ne l'intéressent pas. Au début, cet isolement lui semblait bénéfique. Elle avait plus de temps pour elle-même, pour se concentrer sur ses passions et éviter la frustration d'interactions peu enrichissantes. Mais avec le temps, Sophie a commencé à réaliser que quelque chose manquait. Malgré la satisfaction intellectuelle qu'elle tirait de ces moments de solitude, une forme de tristesse et de vide s'est installée. Elle avait volontairement coupé les ponts avec des moments de connexion humains, et cette absence de liens sociaux a fini par peser sur elle. Finalement, Sophie s'est retrouvée dans une situation où l'isolement qu'elle avait choisi pour préserver son bien-être intellectuel est devenu une source de solitude. Elle avait sous-estimé le besoin de contact humain, même si les conversations ne répondaient pas toujours à ses attentes. Cet isolement volontaire, loin de l'apaiser comme elle l'espérait, a fini par nourrir une tristesse qu'elle n'avait pas anticipée. Point numéro 15. La responsabilité morale accrue. Les personnes intelligentes ont souvent une grande capacité à analyser et comprendre les problèmes mondiaux complexes, qu'il s'agisse de crises écologiques, d'injustices sociales ou de souffrances humaines à travers le monde. Leur conscience de ces réalités est souvent beaucoup plus aiguisée. Cette lucidité les pousse à ressentir une responsabilité morale accrue face à ces défis. Elles ont l'impression qu'elles devraient agir, qu'il est de leur devoir moral d'utiliser leur intelligence pour tenter d'apporter des solutions ou au moins faire une différence. Cependant, cette pression peut rapidement devenir écrasante. Même avec de la volonté, des problèmes sont souvent bien au-delà de ce qu'une personne seule peut résoudre. La complexité de ces crises mondiales, de leur ampleur, les rendent parfois insolubles à l'échelle individuelle. Cette incapacité à changer les choses, malgré une profonde compréhension des enjeux, peut provoquer un sentiment de frustration, voire de tristesse. La personne peut se sentir moralement coupable de ne pas avoir fait assez, ou de ne pas avoir l'impact qu'elle souhaiterait avoir. Ce sentiment d'impuissance face à l'ampleur des problèmes mondiaux alimente alors un cercle vicieux. Plus la conscience est élevée, plus la responsabilité perçue est grande, et plus la frustration d'être limité dans ses actions se fait donc sentir. En conséquence, cette pression morale accrue peut entraîner une tristesse profonde, voire de la culpabilité, car l'individu se sent incapable de répondre à la hauteur de ses idéaux et des besoins mondiaux. Je me suis toujours senti très concerné par les grandes crises de notre époque, que ce soit les injustices sociales, le réchauffement climatique. Plus je me renseignais, plus je comprenais l'ampleur de ces problèmes, et ça a commencé à me peser sur moi. J'avais l'impression que je devais faire quelque chose, que c'était de mon devoir moral d'agir. Chaque petit geste que je faisais, chaque décision que je prenais, je le faisais en pensant à l'impact qu'elle aurait sur le monde. Mais en même temps, je me sentais de plus en plus impuissant. Malgré mon engagement, je me rendais bien compte que le problème était trop vaste pour être résolu par une seule personne. J'essayais donc de limiter mon empreinte carbone, de sensibiliser les gens autour de moi, d'être actif dans les mouvements pour la justice sociale, mais cela me paraissait insuffisant. J'ai donc arrêté. Chaque fois que je lisais un rapport alarmant sur la planète ou je voyais des inégalités croissantes, je ressentais ce poids sur mes épaules. Une partie de moi savait que je ne pouvais pas résoudre ces crises à moi seul, mais cette conscience ne m'empêchait pas de me sentir responsable. Et oui, à force, cette pression est devenue une source de tristesse. C'est frustrant d'être conscient des problèmes, de se sentir moralement obligé d'agir, mais de ne pas pouvoir le faire à l'échelle nécessaire. Je ressentais une forme de culpabilité, comme si je n'en faisais jamais assez. Je me suis retrouvé à porter un fardeau qui, au fond, était bien trop grand pour une seule personne, mais je n'arrivais pas à m'en défaire. Point numéro 16. La surcharge émotionnelle liée à l'empathie. L'intelligence émotionnelle, qui accompagne souvent une intelligence générale plus élevée, permet de mieux comprendre et de ressentir les émotions des autres. Cette empathie accrue peut être une force car elle permet de créer des connexions plus profondes et se montrer véritablement à l'écoute des autres. Cependant, cette capacité à ressentir intensément les émotions d'autrui peut aussi devenir un fardeau. Les personnes dotées d'une hyper-empathie absorbent non seulement leurs propres sentiments, mais aussi ceux de leur entourage, ce qui peut rapidement devenir accablant. Quand une personne empathique se trouve face à quelqu'un qui traverse une période difficile, elle ne se contente pas de comprendre la douleur de l'autre, elle le ressent presque comme si c'était la sienne.
Cette capacité à s'identifier aux souffrances d'autrui, bien que bénéfice pour offrir du soutien, expose aussi à un surcroît de souffrance émotionnelle. C'est comme si les émotions des autres s'ajoutaient aux siennes, créant une surcharge qui peut mener à l'épuisement. À force de vivre les émotions des autres aussi intensément, les personnes hyper empathiques finissent par accumuler beaucoup de tristesse, d'anxiété ou de frustration. Elles ressentent une grande difficulté à mettre des barrières émotionnelles pour se protéger, ce qui peut provoquer une surcharge mentale et affective. Cette surcharge émotionnelle liée à leur capacité naturelle à comprendre et à ressentir les émotions des autres peut devenir un fardeau invisible qui les épuise et les rend vulnérables à la tristesse et à l'anxiété. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu cette capacité à ressentir intensément la douleur des autres. Que ce soit un proche qui traverse une période difficile ou même un inconnu dont j'entends parler dans les médias, je ressens cette souffrance comme si elle était la mienne. Cela m'amène souvent à vouloir aider, à être là pour les autres, mais en même temps, je me rends compte que cela me pèse énormément sur le plan émotionnel. Il m'arrive de porter en moi des problèmes de mes amis, de ma famille ou même d'événements dont je n'ai aucun contrôle. Je ne me contente pas de les écouter, je les ressens. Quand quelqu'un autour de moi souffre, c'est comme si cette tristesse ou cette anxiété devenait une partie de moi. Je me retrouve à penser à leurs difficultés pendant des heures, parfois même la nuit, au point où cela affecte mon propre bien-être émotionnel et mon sommeil. J'ai du mal à mettre des barrières pour me protéger. Cette empathie me pousse souvent à être submergé par un flot d'émotions que je ne peux pas toujours gérer. C'est épuisant parce que je ressens non seulement mes propres sentiments, mais aussi ceux des autres, et cela crée un fardeau que je porte chaque jour. Il m'est difficile de ne pas être affecté même par la souffrance d'inconnus que je vois dans le reportage, ou que je croise dans la rue. Cette surcharge émotionnelle est un poids permanent, et bien que je sache que je ne peux pas tout résoudre, je n'arrive pas à m'en détacher. Point numéro 16. Le sentiment de non-appartenance à une société basée sur des valeurs superficielles. Les personnes intelligentes peuvent souvent ressentir un profond décalage avec les normes et les valeurs dominantes dans la société, particulièrement dans les environnements où l'apparence, la consommation et la superficialité sont valorisées. Elles se retrouvent face à une culture qui privilégie les choses qu'elles perçoivent comme éphémères ou futiles, telles que l'image, la popularité ou la réussite matérielle. Pour quelqu'un qui valorise la réflexion, la connaissance ou des discussions profondes sur le sens de la vie, ce décalage peut provoquer un sentiment d'aliénation. Ce sentiment de ne pas appartenir à une société qui semble mettre en avant des valeurs opposées à celles qu'elle juge importantes peut créer une frustration, voire une tristesse. Ces personnes se sentent donc incomprises et déconnectées du système dans lequel elles évoluent, comme si elles ne trouvaient pas leur place dans un monde qui semble tourner autour de ce qui est superficiel. Le fait de ne pas pouvoir pleinement s'intégrer ou partager les mêmes priorités que la majorité les emmène à se sentir isolés. Cette incapacité à s'adapter à une société qui privilégie la consommation à l'apparence les pousse à ressentir une forme de tristesse existentielle. Elles voient bien que malgré leurs efforts pour trouver un sens plus profond, la société reste souvent focalisée sur des objectifs qu'elles ne partagent pas. Ce décalage constant entre leurs valeurs personnelles et celles de la société peut conduire à un sentiment de solitude et de désillusion face à un monde où finalement elles ne se reconnaissent pas. Personnellement, je me suis souvent senti en décalage avec la société dans laquelle je vis. Mes valeurs ont toujours été centrées sur mes connaissances, la réflexion et l'éthique. J'aime approfondir les sujets, comprendre le monde qui m'entoure et agir de manière à respecter mes principes. Mais autour de moi, j'ai souvent l'impression que ce ne sont pas ces valeurs-là qui sont mises en avant. Tout semble tourner autour de l'image, de l'apparence et de la consommation. Cette course au paraître et la réussite matérielle m'a toujours laissé un peu mal à l'aise. Je me souviens de plusieurs moments où je me retrouvais dans des conversations qui ne me touchaient pas du tout, mais alors pas du tout. Les gens parlaient de marques, de réseaux sociaux ou la dernière tendance à suivre, et je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir déconnecté, limite de me moquer. Tout cela me paraissait superficiel. À force, j'ai commencé à me demander si je pourrais vraiment trouver ma place dans une société qui valorise des choses auxquelles je n'adhère pas. Ce malaise, ce sentiment d'être étranger et ce qui semble intéresser la majorité m'a souvent laissé avec un sentiment de solitude. Ce décalage constant entre mes propres valeurs et celles de la société m'a parfois conduit à ressentir une forme de tristesse. J'avais alors l'impression de ne pas appartenir à ce monde centré sur le superficiel, sur l'apparence, et ça m'a rendu difficile de m'y intégrer pleinement. Même en essayant de m'adapter, je me retrouvais souvent face à cette même sensation, celle de ne pas être compris et de ne pas pouvoir partager les choses qui comptent vraiment pour moi.
C'est un sentiment frustrant et parfois je me demande si je trouverais vraiment un espace où je me sentirais en phase avec les autres. Point numéro 17. La surcharge de responsabilité personnelle. Les personnes intelligentes, grâce à leur compréhension fine des situations et des conséquences de leurs actions, ressentent souvent une responsabilité accrue, non seulement envers elles-mêmes, mais aussi envers les autres. Cette conscience aiguë des implications de leurs choix les amène à réfléchir non seulement à ce qui est bon pour elles, leur propre bien-être, mais aussi ce qui pourrait avoir un impact positif ou négatif sur leur entourage. Cette capacité à percevoir les effets à long terme et à prendre en compte une multitude de variables leur impose un niveau de responsabilité personnelle bien plus élevé que la moyenne. Cependant, cette surcharge de responsabilité peut rapidement devenir pesante. L'intelligence en permettant de voir plus loin et plus en profondeur rend plus difficile la prise de décision simple et spontanée. Chaque choix semble être chargé de conséquences non seulement pour soi mais aussi pour ceux qui nous entourent. Cela crée une pression intense car elles doivent constamment prendre des bonnes décisions non seulement pour elles-mêmes mais aussi pour le bien-être des autres. Cette pression morale et éthique peut facilement devenir accablante. Cette charge mentale constante liée à la responsabilité de faire les bons choix peut générer une forme de stress et sur le long terme de la tristesse. Le poids de cette responsabilité les empêche souvent de se sentir légères ou spontanées, car chaque décision est analysée en fonction de ses répercussions globales. Ainsi, cette surcharge de responsabilité peut les enfermer dans un sentiment de pression permanente, où elles ont l'impression qu'elles doivent constamment agir avec perfection, ce qui est évidemment impossible, menant donc à de la frustration et à un épuisement émotionnel. Je me rends souvent compte que quand je prends mes décisions avec une réflexion beaucoup plus complexe que d'autres personnes autour de moi, ce n'est pas juste à propos de ce qui est bon pour moi, mais aussi de ce que mes actions pourraient provoquer chez les autres. Que ce soit dans mes relations personnelles, au travail, ou même dans les choix du quotidien, je me sens responsable des répercussions de chaque décision. Je veux toujours être sûr de faire le bon choix, non seulement pour mon bien-être, mais pour celui des autres aussi. Et honnêtement, ça devient parfois épuisant. Le problème, c'est que cette conscience de l'impact de mes actions sur les autres me pousse à ressentir un poids énorme sur mes épaules. J'essaie constamment d'aider, de prendre les bonnes décisions, mais je réalise souvent que je ne peux pas tout contrôler, et encore moins résoudre les problèmes de tout le monde. Cela me laisse avec une forme de tristesse, une frustration de ne pas pouvoir toujours être à la hauteur de ces attentes, parfois irréalistes, que je m'impose. À force, cette surcharge de responsabilité me prive d'une certaine légèreté dans la vie. Chaque décision devient une source d'analyse profonde, comme si je portais la responsabilité de bien plus que ma propre vie. Et quand je vois que malgré tous mes efforts, je ne peux pas tout contrôler ou aider dans le monde, je me sens souvent déçu, voire triste. C'est une pression que je m'impose à moi-même, mais elle me pèse lourdement. Et je me rends compte qu'il est impossible de toujours tout gérer parfaitement. Point numéro 18. La difficulté à accepter l'irrationalité humaine. Les personnes intelligentes ont souvent une capacité à analyser les situations de manière rationnelle et logique. Elles sont capables de voir les causes, les conséquences et les solutions aux problèmes avec une grande clarté. Ce qui les rend souvent perplexes face au comportement irrationnel des autres. Qu'il s'agisse de décisions basées sur des croyances non fondées, des réactions émotionnelles excessives ou de biais cognitifs, ces personnes se retrouvent souvent confrontées à l'absurdité de certaines actions humaines. Cette difficulté à accepter l'irrationalité peut créer un profond décalage avec le reste du monde. Les personnes intelligentes voient la logique là où la plupart agissent sous l'impulsion, des émotions ou des biais inconscients. Elles se retrouvent frustrées de constater que malgré leur capacité à raisonner de manière claire, leurs conseils ou leurs suggestions ne sont pas toujours prises en compte, parce que la majorité préfère suivre ses instincts ou ses croyances infondées. Ce décalage entre leur perception logique des choses et les comportements irrationnels des autres peut générer un sentiment d'incompréhension. Cette incompréhension peut également provoquer une certaine tristesse, se sentir impuissant face à l'irrationalité des autres ou incapable de corriger les comportements biaisés qui mènent à des décisions peu judicieuses, est une source de frustration pour les personnes intelligentes. Elles peuvent finir par se sentir isolées dans leur manière de penser, avec l'impression que leurs efforts pour raisonner les autres sont vains. Ce sentiment d'être constamment confronté à l'irrationalité humaine sans pouvoir y remédier peut peser lourdement sur leur bien-être émotionnel, accentuant leur sentiment d'inadéquation ou de solitude intellectuelle.
Je me retrouve souvent à observer le comportement irrationnel autour de moi, que ce soit dans mes relations personnelles, au travail, ou même dans des débats publics. Ce qui me frustre profondément personnellement, c'est que la plupart du temps, je peux voir clairement les biais des émotions ou les croyances infondées qui dirigent les actions. Pour moi, les solutions sont souvent logiques, presque évidentes, mais je constate que les autres préfèrent agir sur l'impulsion de leurs émotions ou rester attachés à des idées qui, objectivement, n'ont aucun fondement rationnel. Quand j'essaie d'expliquer les choses ou de montrer une autre perspective plus logique, je suis souvent confronté à des résistances, parfois même à des réactions émotionnelles inattendues. Cela me laisse un sentiment de frustration énorme parce que malgré ma capacité à comprendre les mécanismes derrière ces comportements, je n'arrive pas à les changer. Il est presque impossible de convaincre quelqu'un, voire au-delà de ses biais ou des croyances profondes. Et cette impuissance face à l'irrationalité des autres finit par m'épuiser émotionnellement. Cette incapacité à influer sur le comportement irrationnel malgré ma lucidité sur ce qui les motive devient une lutte constante pour moi. J'ai parfois l'impression de me battre contre un monde irrationnel, un monde où la logique et la raison passent au second plan, derrière les émotions ou les croyances populaires. Cela crée une frustration presque quotidienne, car je me sens souvent en décalage avec les autres. Ce décalage renforce un sentiment de solitude, comme si je voyais la réalité sous un prisme différent que la plupart des gens ne comprennent pas ou ne partagent pas. Point numéro 19. La surcharge informationnelle. Les personnes intelligentes, souvent caractérisées par une grande curiosité intellectuelle, sont constamment en quête de nouvelles informations. Elles ressentent un besoin profond d'apprendre, de comprendre et d'analyser le monde qui les entoure. Cependant, dans notre ère numérique où l'accès à l'information est illimité, cette curiosité naturelle peut rapidement devenir une source de surcharge cognitive. Avec l'infinité de contenus disponibles en ligne, articles, études, vidéos, réseaux sociaux, il devient presque impossible de tout suivre et de tout absorber. Cette quête permanente de connaissances peut devenir accablante, car à mesure que les informations s'accumulent, le cerveau est soumis à une pression continue. La surcharge informationnelle devient lorsque l'esprit est submergé par une multitude de données à traiter. Ce flot constant d'informations, bien qu'enrichissant, entraîne souvent un stress important car il est humainement impossible de tout assimiler, de tout comprendre ou de rester à jour sur chaque sujet d'intérêt. La frustration de ne pas pouvoir maîtriser tout ce qui est disponible génère alors une forme d'anxiété chez ces personnes. Cette anxiété découle du sentiment d'impuissance face à une masse d'informations. Les personnes intelligentes peuvent ressentir une pression interne de ne devoir être informées à la hauteur de leur curiosité et de leurs compétences, mais se retrouvent bloquées par la limite naturelle de stockage et de leur capacité cognitive. Ce phénomène peut aboutir à un stress chronique alimenté par le sentiment de ne jamais être à jour ou de ne pas en savoir assez. Ainsi, la surcharge informationnelle devient un véritable fardeau émotionnel et mental qui peut conduire à une perte de satisfaction intellectuelle et à un épuisement mental. Personnellement, j'ai toujours été quelqu'un de curieux, avide de comprendre le monde qui m'entoure. Chaque jour, je me retrouve à lire des articles, à regarder des vidéos, à suivre des débats sur des sujets qui m'intéressent, qu'il s'agisse de sciences, de philosophie ou d'actualité. Mais récemment, cette quête de connaissances a commencé à devenir écrasante. Avec la masse d'informations qui circulent en ligne, je me retrouve submergé. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de nouvelles découvertes que j'ai l'impression de ne jamais pouvoir être à jour. Ce qui m'épuisait intellectuellement, c'est ce sentiment d'impuissance face à l'énorme quantité d'informations disponibles. Même si je passe des heures à lire et à m'informer, j'ai l'impression que pour chaque chose que j'apprends, 10 nouvelles apparaissent. Je me rends alors compte qu'il est impossible de tout absorber, mais ça ne m'empêche pas de ressentir une frustration profonde. Plus je cherche à comprendre, plus je me sens dépassé par la masse de contenu à traiter. Cette surcharge cognitive finit par générer une forme de tristesse en moi. Je me sens parfois impuissant face à la quantité d'informations que je voudrais comprendre. J'aimerais pouvoir maîtriser chaque sujet qui m'intéresse, mais il est humainement impossible de tout suivre, et cela m'épuise mentalement. C'est comme courir après un objectif qui s'éloigne sans cesse. Je ressens une fatigue constante parce que malgré tout ce que j'apprends, il y a toujours ce sentiment de ne pas en savoir jamais assez, de ne jamais être pleinement à jour. Point numéro 20. La pression de maximiser son potentiel. Les personnes intelligentes sont souvent très conscientes de leur potentiel. Elles savent qu'elles ont des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne, ce qui génère une forte pression interne pour les exploiter pleinement.
Ce sentiment les pousse à croire qu'elles doivent constamment s'améliorer, repousser leurs limites et accomplir de grandes choses. Cette pression de maximiser leur potentiel devient une force motrice, mais elle peut aussi les transformer en source de stress. L'idée de ne pas être à la hauteur de leur potentiel peut les hanter. Elles se fixent des objectifs élevés, souvent idéalistes, et considèrent qu'elles ont l'obligation d'accomplir des choses remarquables, que ce soit dans leur carrière, leurs relations personnelles ou leur contribution à la société. Ce besoin de réussite qu'elles s'imposent d'elles-mêmes crée une tension permanente, car elles sont constamment en train d'évaluer si elles font suffisamment, si elles réalisent tout ce qu'elles pourraient ou devraient. Cette pression constante peut conduire à une forme de frustration et de déception. En essayant de maximiser leur potentiel, les personnes intelligentes se retrouvent souvent face à ces attentes irréalistes, à la fois envers elles-mêmes et envers ce qu'elles peuvent accomplir. Lorsque ces attentes ne sont pas atteintes, ou lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur de leurs espérances, elles ressentent une profonde déception. Cela peut générer une forme de tristesse car elles ont l'impression de ne pas utiliser pleinement leurs capacités, d'être en deçà de ce qu'elles sont capables de réaliser, même si leurs accomplissements sont déjà très significatifs pour la majorité des personnes. Depuis toujours, je me suis senti capable de grandes choses. Je sais que j'ai des compétences et un potentiel qui me permettent d'aller loin, et cela m'a toujours poussé à vouloir accomplir plus. Mais cette pression de constamment faire plus et de réaliser plus est devenue accablante avec le temps. Chaque jour, je me dis que je devrais en faire davantage et que je pourrais atteindre des sommets encore plus élevés. Et ça finit par me stresser en permanence. La peur de l'échec est omniprésente. Je ressens cette obligation intérieure d'atteindre des objectifs toujours plus ambitieux. Et quand je ne parviens pas à tout accomplir, je ressens une frustration profonde. Et oui, malgré mes compétences, je me rends compte qu'il y a des limites que je ne peux pas dépasser, que je ne peux pas tout faire. Et ça me déçoit. J'ai cette impression de ne pas être à la hauteur de mon propre potentiel, même lorsque je réalise des choses qui, objectivement, sont significatives. Cette frustration me suit presque quotidiennement. Peu importe ce que je réussis, il y a toujours cette voix qui me dit que ce n'est pas assez, et que je pourrais faire mieux, que je devrais faire plus. À force, cette pression devient un poids constant qui m'empêche vraiment d'apprécier mes réussites. C'est comme si je courais après un objectif insaisissable et cette capacité à tout accomplir finit par créer cette tristesse sous-jacente. Une déception continue par rapport à ce que je pensais être capable de réaliser. Point numéro 21. L'intensité émotionnelle accrue. Les personnes intelligentes, et particulièrement celles qui possèdent une grande intelligence émotionnelle, sont souvent plus sensibles à leurs propres émotions. Cette sensibilité accrue leur permet de comprendre et de ressentir profondément ce qu'elles vivent sur le plan émotionnel. Cependant, cette intensité émotionnelle peut aussi devenir un fardeau, car elles ressentent non seulement les émotions positives avec plus de force, mais aussi les émotions négatives comme la tristesse, l'anxiété ou la frustration. Cette hypersensibilité émotionnelle peut amplifier les expériences négatives. Une petite déception, une situation de stress ou un échec peuvent prendre des proportions beaucoup plus grandes dans leurs esprits. Elles ressentent tout plus intensément, ce qui signifie que les moments de difficulté ou de détresse les affectent plus profondément que la moyenne. L'anxiété liée à une situation incertaine ou la tristesse face à une perte peuvent devenir écrasantes, car ces émotions sont souvent vécues de manière plus aiguë et plus intense. Ce niveau élevé de sensibilité émotionnelle expose ces personnes à des fluctuations émotionnelles importantes. Elles peuvent passer d'un état de sérénité à un état de tristesse profonde en raison de leur capacité à être touchées par de petits événements des situations qui pourraient sembler anodines pour d'autres. Cette intensité émotionnelle, bien qu'elle leur permette de mieux comprendre et exprimer leurs émotions, peut les rendre plus vulnérables aux émotions négatives. À la longue, cela peut devenir épuisant émotionnellement car elles se retrouvent constamment exposées à une avalanche d'émotions intenses, difficiles à gérer. Je me suis souvent rendu compte que je ressens mes émotions de manière beaucoup plus intense que d'autres. Quand je vis un moment de joie, c'est une sensation profondément gratifiante, mais quand quelque chose de négatif survient, c'est tout l'inverse. Les revers, les échecs, ou même des petites déceptions m'affectent beaucoup plus que je ne l'aimerais. Ce qui semble être un petit obstacle pour certains devient pour moi une source de tristesse et de frustration amplifiée. Récemment, après un échec dans un projet professionnel, je me suis retrouvé à ressentir une tristesse bien plus profonde que ce à quoi je m'attendais. Alors que mes collègues semblaient capables de passer rapidement à autre chose et à relativiser, moi je n'arrivais pas à me détacher de cet échec.
C'était comme si l'émotion m'envahissait complètement, me faisait ressasser la situation encore et encore. Même si objectivement ce n'était pas une grande catastrophe, l'intensité de mes émotions amplifiait le tout. Cette intensité émotionnelle me rend les moments difficiles, beaucoup plus éprouvants. Je me sens souvent submergé par mes propres émotions, comme si je n'avais pas à filtrer pour les atténuer. Je vois bien que ce que je vis intérieurement est beaucoup plus fort que ce que d'autres ressentent dans des situations similaires. Ça rend la gestion des échecs ou des revers bien plus complexe et émotionnellement fatigante. Et je ne peux pas simplement tourner la page ou relativiser aussi facilement que les autres. Point numéro 22. Le sentiment d'être différent ou à part. Les personnes intelligentes se distinguent souvent des autres non seulement sur le plan intellectuel mais aussi dans leurs valeurs, leur centre d'intérêt et leur manière de percevoir le monde. Cette différence, bien qu'elle puisse être valorisée dans certains contextes, peut aussi devenir une source de difficulté sur le plan social. Se sentir à part ou différent des autres peut créer un sentiment d'isolement, car ces personnes ont souvent l'impression de ne pas être comprises, ni de partager les mêmes préoccupations ou priorités que la majorité. Ce décalage intellectuel et social peut générer un sentiment de solitude. Les discussions qui intéressent la plupart des gens peuvent sembler trop superficielles et les relations sociales souvent trop compliquées à entretenir, car elles se sentent souvent en décalage avec les normes et les attentes sociales dominantes. Leurs conversations et réflexions peuvent ne pas trouver d'écho dans leurs entourages, renforçant ce sentiment d'être à part. Ce manque de connexion intellectuelle ou émotionnelle avec les autres peut provoquer une tristesse sous-jacente liée à la sensation de ne pas trouver la place véritable. Sur le long terme, ce sentiment d'être différent, même s'il peut parfois être perçu comme un atout, devient une forme de fardeau émotionnel. Les personnes intelligentes peuvent se sentir incomprises et non reconnues à leur juste valeur, ce qui alimente une forme de tristesse chronique. Je me suis souvent senti différent des autres, non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi dans la manière de voir le monde, de réfléchir aux choses. C'est comme si malgré mes efforts pour m'intégrer dans les discussions ou des groupes, je me retrouvais toujours un peu à part. Bien sûr, cette différence parfois a été valorisée, on m'a dit que c'était une force, mais en réalité, elle me laisse souvent beaucoup plus isolé qu'une force. Dans les conversations quotidiennes, je me rends compte que les sujets qui intéressent la plupart des gens ne me touchent pas vraiment. Et inversement, ce qui me passionne n'intéresse pas forcément ceux qui m'entourent. Cela crée un décalage constant, j'ai souvent l'impression que mes réflexions ou mes préoccupations sont perçues comme trop profondes ou hors sujet. Et ce sentiment de ne pas être compris finit par me peser. Même lorsque je suis physiquement présent dans des groupes, je ressens une solitude émotionnelle car je ne parviens pas à établir de connexion profonde que je recherche. Cette sensation d'être hors norme, bien que je sache qu'elle peut être une qualité intellectuelle, devient parfois difficile à gérer sur le plan émotionnel. Je me sens déconnecté comme si je ne trouvais pas vraiment ma place, même parmi des amis ou des collègues. Ce manque d'intégration sociale et émotionnelle me cause une tristesse profonde, une sorte de solitude intérieure, parce que je ne me sens pas pleinement compris ou accepté pour ce que je suis vraiment. Avec le temps, cette solitude devient pesante et je finis par me replier sur moi-même, renforçant encore plus ce sentiment d'isolement. Point numéro 23. La conscience aiguë du temps qui passe. Les personnes intelligentes, grâce à leur capacité d'analyse et de réflexion profonde, sont souvent plus conscientes de la nature éphémère de la vie et du temps qui passe. Cette lucidité les emmène à réfléchir constamment à la manière dont elles utilisent leur temps, à la valeur des moments vécus, et à l'inévitabilité de leur propre mortalité. Bien que cette prise de conscience puisse les pousser à vivre de manière plus intentionnelle, elle peut aussi devenir une source de tristesse. Cette conscience aiguë du caractère limité de la vie peut générer une forme d'angoisse liée à la peur de ne pas en faire assez ou de ne pas accomplir tout ce qu'elle souhaiterait avant que le temps ne s'épuise. Chaque journée, chaque année qui passe leur rappelle que le temps disponible se réduit et cela peut provoquer un sentiment de pression constante pour exploiter chaque instant de manière significative. Cependant, cette pression peut rapidement se transformer en frustration car il est impossible de tout accomplir ou d'utiliser chaque moment de manière idéale. Avec cette lucidité sur l'écoulement du temps, vient souvent un sentiment de mélancolie, voire de tristesse. En réalisant à quel point la vie est courte et fragile, elles peuvent se sentir accablées par la sensation que le temps leur échappe et que malgré tout leurs efforts pour optimiser leur existence, elles ne pourront jamais faire tout ce qu'elles jugent important. Ce constat peut entraîner une angoisse existentielle, une peur de la finitude de la vie et un regret constant de ce qui n'a pas encore été accompli.
J'ai toujours été très conscient du temps qui passe personnellement, cette réalité que la vie est courte et que chaque jour nous rapproche de la fin. Cette pensée est constamment présente dans mon esprit et elle crée une sorte de pression intense. J'ai tellement de projets, de choses que je veux accomplir, et je ne peux m'empêcher de ressentir que le temps m'échappe. Cette conscience permanente du passage du temps fait qu'il m'est aussi souvent difficile et simplement de profiter de l'instant présent. Même dans des moments qui devraient être joyeux, comme passer du temps avec des amis ou en famille, je me surprends à penser à tout ce que je n'ai pas encore réalisé, à tout ce que je voudrais encore faire avant que le temps ne me manque. Cette incapacité à arrêter cette réflexion constante me pèse, parce qu'au lieu de profiter pleinement de l'instant, je ressens cette urgence comme un compte à rebours qui ne cesse de me rappeler que chaque seconde qui passe est une seconde de moins pour réaliser mes aspirations. Cette pression liée à l'écoulement du temps accentue une certaine tristesse en moi. Je me rends compte que tout est éphémère, que rien ne dure vraiment. Même les moments heureux, je sais qu'ils finiront par passer, et cela m'empêche parfois d'en profiter pleinement. Cette conscience de l'impermanence de tout ce qui m'entoure et de l'impossibilité de tout accomplir avant la fin crée une mélancolie constante. C'est comme si je vivais avec ce sentiment que malgré tous mes efforts, je ne pourrais jamais faire ou être tout ce que je voudrais avant que le temps ne me rattrape. Pour conclure, en fin de compte, la relation entre l'intelligence et la tristesse est complexe. Les personnes intelligentes sont souvent confrontées à des réflexions profondes, à des prises de conscience exacerbées et à des attentes élevées qui peuvent rendre leurs expériences de vie plus difficiles. Qu'il s'agisse de la surcharge émotionnelle du sentiment d'être en décalage avec la société ou de la frustration liée à l'imperfection du monde, ces éléments peuvent transformer une grande capacité intellectuelle en une source de tristesse. Mais cette lucidité accrue, bien qu'elle expose aux réalités du monde, peut aussi être un outil puissant pour mieux comprendre et naviguer dans la vie. Alors je vous pose ces questions pour que vous puissiez y réfléchir à votre tour. Comment faire face à cette sensibilité et à cette conscience parfois douloureuse sans sombrer dans le désespoir? Est-il possible de trouver un équilibre entre l'intellect, l'émotion et le plaisir de vivre l'instant présent, malgré cette conscience accrue de la finitude de la vie et de l'imperfection de ce monde? Peut-être que la clé réside dans l'acceptation de l'imperfection ou dans l'apprentissage de relâcher cette pression constante de tout accomplir. Et vous, comment faites-vous face à ce décalage entre vos idéaux et la réalité? Peut-on vraiment trouver la paix en étant conscient de tout ce qui ne va pas? Ou cela nécessite-t-il de redéfinir ce que signifie vivre une vie heureuse? N'hésitez pas à me partager vos réflexions dans les commentaires, je serai ravi de les lire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi à la réaliser. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à aimer cette vidéo. Et n'hésitez pas à activer les notifications pour être averti lors des prochaines publications. Et n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo suggérée en bas à gauche de ton écran, je te l'ai mise pour toi, elle devrait potentiellement t'intéresser. Ensemble, devenons plus intelligents.